La mauvaise réputation marseillaise, l'insécurité dans la cité phocéenne. Règlement de compte hier à Marseille. La guerre des bandes pour le contrôle de la drogue dans les cités. Je suis sortie à la fenêtre, j'ai vu cette voiture et les deux mecs dedans, ça fait peur, vous savez. 2 hommes ont été tués de plusieurs rafales de Kalachnikov. 20 règlements de compte depuis le début de l'année, 13 morts et autant de blessés, 30 l'an dernier. Marseille est la capitale française du genre. Marseille et ses règlements de compte. En moyenne, chaque mois au moins un mort. Marseille et sa violence. Les médias en ont fait leur capitale de la criminalité. Phocée, ville créée par les Grecs il y a 2600 ans. Que s'y passe-t-il? Marseille a-t-elle un ADN particulier? Pourquoi cette image de violence lui colle-t-elle si fortement à la peau? Pour comprendre, nous allons remonter le temps et questionner l'histoire de la ville. Une histoire ambivalente. Côté pile, l'image d'Épinal, celle de Pagnol, de la sieste sur le Vieux-Port et du pastis. Côté face, une pègre et un milieu historiquement puissant, des trafics en tout genre, des affaires qui rongent la cité et la part d'une sous-culture mafieuse. Il y a comme un fil rouge dans l'histoire contemporaine de Marseille, un scénario qui se répète. D'un côté, des médias qui pointent du doigt la violence de la ville, de l'autre, des responsables politiques qui critiquent la partialité des journalistes. Dans les annales du gangstérisme, le massacre de la Saint-Valentin à Chicago était jusqu'à présent inégalé. Al Capone restait le maître du genre. Depuis hier soir, les truands marseillais ont fait mieux. Al Capone avait fait assassiner 7 de ses adversaires. Hier soir, 9 personnes ont été exécutées dans un bar de Marseille. Le bar du téléphone. À ce jour, ce règlement de compte serait toujours inégalé pour le nombre de morts. En fait, il y aura même une 10e victime décédée à l'hôpital. 10 morts. Marseille plus fort que Chicago. Ce n'est pas bon pour l'image. Le maire de Marseille, Gaston Defferre, s'agace et réplique. Je déplore que Marseille ait été le théâtre de ce type de drame. Mais je tiens à rappeler que depuis de nombreuses années, Marseille n'est plus la capitale du crime en France. On ne tue pas de magistrats à Marseille. Gaston Defferre tente de défendre sa ville en pointant du doigt, sans la nommer, Lyon, où un magistrat a été abattu. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'à Marseille, bientôt, un autre juge sera également assassiné, le juge Michel. 1990. La journaliste vedette d'Antenne 2, Christine Ockrent, a consacré un reportage de 52 minutes à la cité phocéenne et surtout à ses travers. Grosse polémique à Marseille. Marseille, malade de son image, la cité phocéenne refuse qu'on la présente comme une capitale du crime. Seulement voilà, à Marseille, il y a une pègre, il y a des adjoints au maire assassinés, il y a des cliniques douteuses. Les journalistes en parlent, les édiles marseillais s'indignent. Bis repetita, le maire en place, Robert Vigouroux, en a assez. Assez qu'on maltraite sa ville. Marseille est touchée, ternie dans son image et que cela a donc... risque d'avoir tout au moins une action négative sur la croissance de notre ville. L'histoire se répète et elle risque de se répéter encore. Depuis quelques années, Marseille fait à nouveau les gros titres de l'actualité. Pour ses séries de règlements de compte dans les cités et de temps en temps pour des faits divers sanglants dans des quartiers réputés plus tranquilles. En novembre 2012, 2 affaires font la une des médias nationaux. D'abord le meurtre du patron d'une librairie Maison de la Presse pour un butin dérisoire. Ensuite, dans un café, l'assassinat d'un conducteur de car pour lui voler sa sacoche. Au lendemain de ce dernier meurtre, nous avons rencontré Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, au Sénat. Il nous a longuement parlé de sa ville, mais comme pour confirmer ce que nous avions trouvé dans nos cartons d'archives, la première question, nous voulions la lui poser sur cette violence récente. Vous aviez dénoncé une surmédiatisation de la violence à Marseille à l'occasion de l'assassinat du libraire. Mais là, à la suite de ce nouvel assassinat, c'est le journal même de la ville qui pointe le doigt sur une escalade de la violence. Je reprends le titre, « Silence on tue, la ville s'enfonce dans la violence ». Alors là, est-ce qu'on peut encore parler de surmédiatisation? Ce que je n'ai pas aimé depuis le début de ces meurtres, c'est effectivement l'acharnement que mettent les médias à s'intéresser à Marseille. La ville de Marseille, elle comprend 24 000 hectares. Si j'ose une comparaison devant vous, Marseille tient entre Roissy et Orly, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Tout ça, c'est Marseille. Alors effectivement, ce qui s'est passé il y a 48 heures, c'est comme pour le libraire, un crime crapuleux.
c'est pour une poignée d'euros. Donner le sentiment qu'une ville ne repose que sur ça, c'est injuste. La ville de Marseille, les gens travaillent, les gens se distraient, les gens aiment la culture, les gens profitent de l'environnement et de la qualité de la vie. Ils sont sportifs, ils vont au stade de Vélodrome, où nous refaisons un stade de Vélodrome tout neuf. Il y a une vie normale. Voilà. Alors, depuis Paris, on donne le sentiment que Marseille est devenu Chicago du temps d'Al Capone. Bon, c'est pas tout à fait ça. À Marseille, les questions et les réponses restent étrangement les mêmes. L'histoire de la ville serait-elle en boucle? Faite de cycles, d'éternels recommencements? On pourrait commencer à le croire. Nous allons tenter de remonter aux sources de la violence dans la cité phocéenne. Pauvreté, politique, brassage de population, toutes les questions qui traversent la société marseillaise depuis 2 siècles seront passées au crible de l'histoire. Mais avant tout, un état des lieux s'impose. Pour prendre la mesure de la violence à Marseille, pour cerner au mieux de quoi l'on parle, tout en haut de la liste des interlocuteurs, il y a le procureur de la République, Jacques Dallest. En poste depuis 2008, c'est un magistrat expérimenté. Avant Marseille, il s'est frotté à la criminalité de beaucoup d'autres villes hexagonales. Le comparatif peut s'avérer intéressant. Bon, Marseille, ville violente. D'après vous, c'est une réalité, c'est un fantasme, c'est... Non, c'est une réalité. Nous avons une réalité statistique de violence, et Marseille, ville violente, Marseille, ville avec un grand potentiel, beaucoup de choses positives, mais aussi malheureusement cette violence qui est très réelle. Quand vous dites Marseille, ville violente, ça se traduit comment? Parce que vous dites en termes de statistiques, en termes de... L'année dernière, plus de 11 000 vols avec violence, vols aggravés ont été commis dans cette ville. Tous les jours des agressions, tous les jours des vols à main armée, avec une intensité très forte, quelquefois malheureusement des règlements de compte, des crimes de sang. Là où il y a quelques années en arrière on pouvait encore discuter, aujourd'hui c'est la Kalachnikov qui est devenue une arme emblématique, qui va être là pour régler un différend qui il y a quelques années aurait pu se régler par un coup de poing, si vous voulez. La moyenne d'âge des victimes, je sais pas, de la trentaine de règlements, enfin sur les 2 ans on est à quoi, 30, 35? Ouais, on en a beaucoup plus. Ouais, non, si on prend les tentatives chaque année, on a une vingtaine de meurtres plus une bonne trentaine de tentatives. Si vous les multipliez sur plusieurs années, ça fait quelques centaines de personnes qui ont été tuées ou sérieusement blessées et qui sont pour la plupart assez jeunes. Hein. Ça va de 16 à 25-26 ans. Certains d'ailleurs ont été auteurs d'assassinats, de flingage, et ils ont tué et ils se font tuer à leur tour. On a même en prison des gens qui sont incarcérés alors qu'ils ont moins de 18 ans pour meurtre. Ça fait réfléchir, ça, quand même. Quand on s'entretue à 19-20 ans pour une histoire de drogue, ça peut se produire ailleurs. Le problème, c'est qu'ici, ça se produit souvent. Quand vous citez les chiffres, vous dites 11 000 faits, vols avec violence, etc. Quand vous étiez à Bordeaux ou à Lyon, on a du mal à... Parce qu'évidemment, voilà, c'est pour avoir une espèce d'idée de... Moi, j'étais effaré. Je l'avais dit dès que je suis arrivé, le nombre incroyable d'agressions quotidiennes dans cette ville est bien supérieur à ce qu'on voit ailleurs. L'année dernière, on a eu plus de 5 à 600 vols à main armée. On a un chiffre faramineux. Et ça, c'est une spécificité. Il y a des phénomènes de violence partout en France, ça peut arriver. Mais là, c'est en continu, si vous voulez. Non seulement on a des faits spectaculaires, mais on a cette délinquance dont personne ne parle, mais qui touche des victimes quotidiennement. Hein. Et ça, c'est ce côté rouleau compresseur de la délinquance marseillaise, qui est une vraie réalité spécifique. Pour le magistrat, il y a donc bien une spécificité marseillaise de la criminalité. C'est surtout cette image de rouleau compresseur que l'on retient, mêlant règlements de compte hyper médiatisés et agressions violentes, quotidiennes et nombreuses. Depuis 16 ans, Édith Mont-Saint-Jean dirige l'AVAD, l'association d'aide aux victimes d'actes de délinquance. Quelle évolution cette professionnelle pourrait-elle noter? Là où on se faisait arracher son portable comme ça, avec un geste violent, mais sans plus, il y a 5-6 ans, il est commun maintenant de se faire voler sous la menace d'une arme blanche. Ça a des conséquences sur la perception de la violence, de la situation de Marseille chez les Marseillais.
Et nous suivons à l'association, et je peux vous assurer que ce sont des nombreux dossiers, des femmes, souvent des femmes, qui ont subi 3, 4, 5, 10, 12 vols à main armée dans les commerces où elles travaillent. Vous imaginez ce que ça veut dire quand même, d'aller travailler en sachant qu'on risque sa vie. Les gens que nous recevons nous disent qu'ils ont toujours très peur parce que la personne qu'ils ont en face, la victime sent qu'elle ne maîtrise pas les choses et que ça peut partir pour un rien. Ça, les gens nous le racontent très souvent. Cette peur qu'ils ont d'avoir quelqu'un qui n'est pas, alors ce sont leurs termes et c'est un peu absurde de dire ça, mais qui n'est pas professionnel en face. Parce que les vols à main armée, c'est pas forcément de la criminalité organisée, hein. C'est aussi 3 gars du coin avec 2 cagoules et un fusil qui débarquent. La criminalité marseillaise est devenue totalement illisible. Et c'est peut-être d'ailleurs aussi l'une de ses caractéristiques. On ne peut plus l'anticiper. Vous ne pouvez pas croiser une personne dans la rue et dans son regard déceler un degré de dangerosité. Vous pouvez avoir un sourire et un regard qui n'expriment strictement rien et dans la seconde d'après, prendre un coup de couteau. Avocat marseillais nouvelle génération, issu lui-même d'un quartier populaire, Victor Gioia est troublé par la tournure que prend la délinquance violente dans la ville. Je pense encore à un fait divers d'il y a quelques mois. Un garçon qui traverse une rue et qui, sans raison, se fait arracher les 2 yeux. Juste parce que l'une des personnes du groupe le voit passer et dit « Quand Rachid passe, je lui arrache les 2 yeux ». Acte est pris de cet engagement aussi léger qu'insignifiant par les gens qui dégustent une tasse de café et qui vont assister à un acte de cruauté inouï, sans broncher. De tout temps, on sait qu'autour du port, il y a des rues dangereuses. Ce qui change peut-être aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément autour du port. Ce n'est pas forcément au bord de l'eau. Ce n'est pas forcément dans un mauvais quartier. C'est n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. La violence irriguerait donc aujourd'hui un peu toute la ville. Il n'y aurait pas de sanctuaire particulier. Mais avant, c'était comment, a-t-on envie de demander? Y a-t-il eu historiquement un nid de délinquance à Marseille? Marseille, c'est avant tout l'histoire d'une ville à la mauvaise réputation, et ça ne date pas d'hier. Louis XIV, en son temps, échaudé par une insurrection, décide de construire les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean sur chacune des rives à l'entrée du port. Il le fait moins pour protéger la ville que pour pouvoir retourner les canons contre sa population en cas de rébellion. Pendant la Révolution, en 1794, Marseille est déchue de son nom. Elle devient la ville sans nom. On l'a punie de ses velléités d'indépendance. Louis Fréron, proconsul envoyé dans la ville pour réprimer les agitateurs, aura ces mots. « Je crois que Marseille est incurable à jamais, à moins d'une déportation massive de tous les habitants et d'une transfusion d'hommes du Nord. » Au fil des siècles, on a dit pique-pendre sur Marseille et son vieux port. Ses ruelles, ses voyous, ses étrangers, ses prostituées. Marseille, la soi-disant malfamée. Marseille, ce n'est pas un départ, c'est une destination. Les gens arrivent à Marseille. Et la misère s'est accumulée autour du port. En s'accumulant autour du port, les quartiers comme Le Panier et d'autres quartiers ont accueilli ces ouvriers. De cette conjonction de pauvreté et de trafic portuaire en tout genre, va naître au XIXe siècle à Marseille une figure historique, quasi mythique, le nervi. Historien, Pierre Échinard est la mémoire encyclopédique de Marseille. Il nous dit tout sur ce nervi. Le nervi, c'était un mauvais garçon du XIXe siècle qui, à Marseille, sur les quais, se baladait avec un air de bœuf pour casser la tête des gens et leur faire le portefeuille. Ce mot est rentré dans le dictionnaire dans la langue française. Il a une certaine allure, ce mauvais garçon. Pourtant, ce nervi symbolise à lui tout seul la violence à Marseille au cours du XIXe siècle. Il forge en partie l'image d'une ville coupe-gorge. Quand on veut injurier quelqu'un, une injure populaire, c'est le traité de chien des quais. C'est-à-dire celui qui rôde sur les quais et qui essaye de fausser quelque chose. C'était ça l'origine du nervi. Le nervi est associé au mauvais ouvrier, celui qui vit de mauvais coups autour du vieux port. Au XIXe siècle, Marseille s'installe dans le paysage français comme la ville populaire par excellence.
la classe ouvrière est très nombreuse et tributaire de l'industrie portuaire. Céline Régnard-Drouot est historienne. Spécialiste du 19e siècle, elle enseigne à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. À partir de 1880, il y a un ensemble de facteurs qui jouent en faveur d'une augmentation de la délinquance violente à Marseille. Ces facteurs, c'est la crise économique, c'est la présence à Marseille d'une population ouvrière très nombreuse qui a des difficultés à trouver des emplois. Du fait de la faiblesse des salaires et du fait qu'ils ont peu d'argent, ils sont beaucoup liés entre eux par des dettes. Donc, au travers de la dette, celui qui est créditeur ou débiteur, il va facilement en venir à des actes violents vis-à-vis de celui qui lui doit de l'argent ou à qui il doit de l'argent, pour des questions économiques, mais aussi pour des questions d'honneur. Parce qu'en fait, ces petites sommes, elles représentent beaucoup sur la valeur des individus. Au XIXe siècle, l'arme par excellence de la violence, c'est le couteau. C'est lié au fait que c'est l'outil de l'ouvrier, que c'est quasiment le prolongement de sa main. En fait, tous les ouvriers ont un couteau sur eux. Et à la fin du XIXe siècle, on voit apparaître effectivement beaucoup l'usage de l'arme à feu dans les affaires criminelles. Alors, c'est lié d'une part à la commercialisation d'armes à feu à bon marché, et puis c'est lié aussi à l'augmentation d'un certain nombre de règlements de compte. À partir du début du XXe siècle, il y a une économie criminelle qui se développe à Marseille, notamment pour le contrôle de territoire dans le centre-ville et autour de l'économie de la prostitution et d'un certain nombre de trafics. Et là, on voit apparaître des bandes criminelles qui ne sont plus des criminels d'occasion, qui commencent à être des criminels organisés, dangereux. Il y a des règlements de compte. Le port, un monde à lui tout seul. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des Marseillais dire qu'il n'est plus intégré à la ville. Avant, il était la ville. Marseille était un port. Aujourd'hui, il y a un port à Marseille. C'est très différent. Fabrice Aubert, syndicaliste marseillais, nous parle de cette évolution. Auparavant, le port de Marseille servait en fait à importer les matières premières. Elles étaient transformées sur place. Rappelons-nous du savon de Marseille. Et après, soit elles étaient consommées sur le secteur géographique, soit réexportées à l'extérieur. Donc, c'était un port qui était complètement intégré à l'activité de la ville. Pendant plusieurs décennies, Marseille et sa région constituent le second pôle économique français. Les industries de la ville emploient une main-d'œuvre pléthorique. Le port profite à plein de l'activité liée aux colonies. Grand centre industriel, avec ses usines, Coder, d'où sortent de nombreux camions et wagons, ses aciéries du Nord, où sont réparés locomotives et matériel roulant, ses produits chimiques et ses cimenteries de l'Estac, ses chantiers de construction navale, ses huileries et ses savonneries, ses fabriques de pâtes alimentaires, ses industries textiles. À partir de la fin, du début des années 70, fin des années 60, début des années 70, avec la décolonisation, la bourgeoisie marseillaise n'arrive plus à capter la valeur dégagée par la colonisation et abandonne le secteur industriel. Il y a eu 50 000 emplois industriels qui ont été perdus. Et les jeunes, dans cette situation-là, passent d'une situation où vous avez un avenir dans l'entreprise, même s'ils ne réussissaient pas l'école, à une situation où, même avec des diplômes, ils ne trouvent pas d'emploi, puisque les emplois sont peu nombreux et mal payés. À défaut de demeurer le cœur de la ville, les huiles locales espèrent faire du port un aspirateur à touristes. Marseille en escale méditerranéenne des riches chinois, russes, indiens et autres retraités américains détenteurs de fonds de pension. C'est à voir. En tout cas, ce n'est pas encore gagné. Encore une question d'image de la ville. À ce stade de nos pérégrinations, il n'est pas injustifié de se poser une question. Et si la violence à Marseille venait tout simplement, en partie, d'une grande pauvreté ? Ici, 28% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. À Marseille,
44% des enfants, soit près d'1 sur 2, vit sous ce seuil de bas revenus. La deuxième ville française est très pauvre. Cependant, il y a une spécificité marseillaise à prendre en compte, comme nous l'explique Laurent Mucchielli. Sociologue, il dirige l'Observatoire de la délinquance et des contextes sociaux en région PACA. On a effectivement des indicateurs socio-économiques absolument alarmants et désastreux, hein. C'est tout à fait certain. Mais on les regarde comme incroyables si on compare Marseille avec Paris ou avec Lyon. Or, la particularité de Marseille, c'est d'avoir ses banlieues dans la ville. Pour des raisons qui sont la configuration également géographique, hein, de géographie physique du territoire. On n'a pas à Marseille le phénomène Paris haussmannien de virer les pauvres du centre-ville pour les envoyer en banlieue. Ça, c'est le phénomène marquant. Pour faire une comparaison pertinente, il faudrait comparer non pas Paris et Marseille, mais il faudrait comparer une moyenne Paris-Seine-Saint-Denis et Marseille. Et là, on aurait effectivement quelque chose d'équivalent. C'est quand on fait ça qu'on arriverait à une comparaison qui ait du sens. Voilà, les pauvres à Marseille sont dans la ville. Cela modifie effectivement les données statistiques. Mais pour ceux qui y vivent, cela ne change pas grand-chose. Les gens continuent à vivre, mais dans des conditions que vous imaginez même pas. Il y a des familles qui vivent avec 1 euro par jour pour nourrir plusieurs personnes. Quand vous avez des familles qui sont logées, alors qu'ils sont 7-8, dans des logements avec 2-3 pièces, où vous avez des enfants qui font le turnover pour dormir, où les mamans sont obligées de sacrifier les grands et les adolescents pour que les petits puissent dormir un petit peu avant d'aller à l'école. Et ces gamins qui ont sommeil, qui sont fatigués, qui sont entre eux, qui sont éduqués par la rue, c'est des gamins qui sont pleins de haine. La pauvreté n'excuse jamais la violence. Il n'en demeure pas moins que certaines conditions de vie ne prédisposent pas au mieux à suivre le bon chemin. Zoom sur une cité historique des quartiers nord. Bassins, 15e arrondissement. Une centaine de familles vivent ici, dans une très grande pauvreté. Depuis sa naissance dans les années 60, Bassins draine une sacrée mauvaise réputation. Les enfants de Bassins se souviennent être montés à Paris, au Sénat, pour y rencontrer leur sénateur de maire, Jean-Claude Gaudin. Ils avaient à leur tour invité le maire chez eux. Vous aviez promis d'y aller. Est-ce que vous y êtes allé voir l'état de la cité Bassins et là du manque de travaux et de réhabilitation? Alors attendez, quand j'étais ministre, ça a duré peu de temps, j'ai pu faire une zone franche, là où il n'y avait, dans le secteur nord de la ville, que des terrains vagues, avec rien. Aujourd'hui, vous avez la vie, vous avez le mouvement, parce que ma loi disait qu'il fallait que sur 5 emplois, 1 soit pris dans les quartiers où l'on installait la zone franche. C'est au moins 3 sur 5 maintenant. Mes municipalités, puisque j'en suis à la 3e, auront fait pour le secteur nord de Marseille beaucoup plus que du temps du maire illustre Gaston Defferre. Cité Bassins, les emplois de la zone franche, ils ne les ont pas vus. Les gens se sentent abandonnés. Comme Scheherazade Ben Messaoud. Elle dirige une association, MAD. Sa vie est un combat. C'est marrant parce que chaque fois que je marche là, eh ben, voilà, j'ai encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et c'est vrai, hein, malgré que c'est sale et tout, mais c'est à nous, quoi, c'est nous. Scheherazade a grandi et vécu ici à Bassins, comme sa fille aînée, et comme son père Mohamed, arrivé à Marseille en 1956, à l'âge de 16 ans. Famille de militants, les Ben Messaoud luttent depuis près de 50 ans. Pour l'éducation, pour l'emploi, pour la dignité des habitants et pour le logement. Avant, la cité Bassins, elle allait de là-bas jusqu'au fond, jusque là-bas. Et ça, tout cela, ça a été reconstruit dans les années 80. Donc depuis les années 80, on n'a refait que les boîtes aux lettres. Et on a tout laissé. Et voilà, tu vois, ça s'est usé à force, tu comprends? Et les gens se sont cassés la gueule. Donc là, ce qui va être refait dans la réhabilitation, c'est qu'on va rajouter là du caoutchouc avec une barre pour plus qu'on glisse et qu'on se casse la gueule. Voilà. Ça va, tu vas bien? Oui. Ouais. Et ta santé? Ça va. Donc les espaces verts toujours laissés à l'abandon. Non, c'était beau, ouais, mais dommage que tu vois, c'est pas entretenu par ceux qui devraient l'entretenir. Il y a un laisser-aller. Et ça m'énerve qu'à 48 ans, ben, je suis encore là, quoi, voilà. J'ai l'impression que ça sera jamais fini. Tu vois, j'ai grandi comme ça, et j'ai l'impression de finir comme ça. Quand on a reconstruit Bassins 1, j'étais comme ça. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. On va attaquer Bassins de la réhabilitation, et ça va se refaire.
Voilà, ben non, on attend. Donc là, ils ont mis ça pour pas que les voitures rentrent dedans, t'as compris? Et là, c'est l'école de ma fille qui a 28 ans aujourd'hui. Quand elle a fermé cette école, plus rien. Moi, j'ai joué dans des trucs comme ça depuis que je suis gamine. Ben oui. Voilà. Regarde, il a 30 ans, ce bâtiment. L'intégration, elle se fait, c'est toi, l'autre, qui est mon gouvernant. Tu m'aides. Voilà, tu me demandes de m'intégrer, je suis d'accord avec toi, mais toi, viens, intègre-moi ça. Donne-moi une bonne image de mon intégration. Tu vois, on a 855 entreprises autour de nous. Et il y a à peu près 60% ou 70% de chômeurs à Bassès. Ouais. Ça, c'est une réalité. Il y a une partie des Marseillais qui a droit à tout, il y a une partie des Marseillais qui n'a droit à rien. Elle est là. Elle est là, la partie qui n'a droit à rien. Après, on me dit, ouais, mais non, oui, mais c'est ça, hein. Désolée. Hein. Si on va dans les quartiers sud de Marseille, il n'y a pas ça. Je sais pas si c'est une question d'argent. Ben oui, ça doit être une question d'argent, hein. La plus grande des violences à Marseille, c'est la violence sociale. C'est cet écart qu'il y a entre les populations pauvres, on a les plus pauvres de France à Marseille, et cette population riche, on a parmi les plus riches de France à Marseille. Et ça, on essaye de pas trop le dire. On oublie de dire que la Super-Cadenelle, le Rocas-Blanc sont des quartiers qui sont extrêmement riches. Il suffit d'y aller, on a l'impression d'être un peu dans des villes riches américaines. Très, 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 très belles. C'est des quartiers complètement fermés, avec des grands murs partout. C'est symbolisé par les caméras qu'on voit partout et par, vous savez, le verre qu'il y a sur les murs. Lorsqu'on parle des quartiers nord, on utilise souvent le mot de ghetto. Simple figure de style journalistique? Non. Il suffit de visiter comme nous venons de le faire et d'écouter ceux qui y vivent pour comprendre comment ces cités portent en elles, depuis leur création même, la marque de l'isolement, de l'enclave. Moi, Marseille, je l'ai découvert à l'âge de 14 ans. Je ne savais pas qu'il y avait la mer à Marseille, quand j'étais petite. Pas du tout. Le Vieux-Port, tout ce qui était quartier sud, le beau de Marseille, je l'ai vu à partir de l'âge de... donc après la troisième, quand je suis allée au lycée Colbert, au Catalan. Là, j'ai découvert cette ville. Et ça m'a étonnée, parce que là, j'ai vu que c'était beau, cette ville. Hein. De ce côté-là, elle est magnifique. Hein. Comme de nombreux observateurs, le journaliste José Darigo est frappé par cette séparation physique des quartiers nord du reste de la ville. On a quand même marginalisé tout un pan de population qui ensuite se sont dit, ben, écoutez, on nous marginalise, on va rester entre nous, quoi. Hein, on va vivre de ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que la rupture est arrivée à se creuser. Vous savez, on parle de... Je sais pas, c'est Chirac qui parlait de fracture sociale. Mais Marseille, c'est une crevasse sociale. Historiquement, la ghettoisation s'explique. Restons à Bassins pour comprendre. L'histoire de cette cité, c'est en quelque sorte une histoire de mur. Celui-ci d'abord. En 13 ans, de 1963 à 1976, 11 enfants sont morts parce que ce mur n'existait pas. Les enfants de la cité traversaient la voie ferrée pour aller jouer dans le champ d'en face. Ce mur, ils ont mis 14 ans. On a grandi avec nos parents qui manifestaient, qui faisaient venir la presse pour arriver à ce que les pouvoirs publics viennent un jour monter ce fameux mur pour plus qu'on traverse. Il n'y a plus jamais de mort. La goutte qui a fait déborder le vase pour ce mur, c'est quand un gamin de moins de 10 ans, je crois qu'il devait avoir 6 ans ou 7 ans, et ça a été terrible ce jour-là. On criait tous parce que... Oui. Et après, voilà, on a tout remis en route et
On a fait ça, voilà. L'histoire de Bassins éclaire une partie de celle de Marseille. Avant la construction de la cité, il n'y a qu'un bidonville. Jusque dans les années 70, il y en a des dizaines à Marseille. Ils accueillent en très grande majorité des étrangers venus pour travailler. Au début des années 60, on décide de construire des logements, en dur. Bassins sort de terre en 1963. Bordé par une voie ferrée d'un côté, une route de l'autre, au beau milieu d'une zone industrielle isolée, il y a mieux en termes d'urbanisme. Bassins s'est créé à la hâte. C'est une cité dite de transition. Les gens devaient vivre ici en attendant de pouvoir accéder à des HLM. Les logements de 36 mètres carrés sont livrés bruts. 4 murs de béton et une ampoule. Les habitants appellent ces appartements les cabanes à cochons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on les teste. On évalue leur capacité à s'approprier les lieux sans détériorer. Pour les urbanistes, toutes ces familles sont incapables de vivre dans de vrais appartements. Ils ne sont pas éduqués aux normes de vie européennes. C'est ce que les autorités pensent et c'est ce que dit l'architecte de la cité. Il faut laisser les gens dedans et les étudier. Dès qu'ils se tiennent bien, on les met en HLM. Une fois en HLM, s'ils ne se tiennent pas bien, on les remet en cité de transit à titre de sanction. À Bassins, le provisoire devient définitif. Dans les années 70 et 80, les habitants s'organisent et luttent contre les bailleurs, pour les réhabilitations successives, luttent pour qu'au final, il y a 10 ans, on rase une partie de la cité et qu'on construise des logements individuels. Lutter, toujours lutter. Pour une Scheherazade, combien d'autres qui craquent et passent de l'autre côté, du mauvais côté. Car à Marseille, vivre sous le seuil de pauvreté, c'est vivre avec en moyenne 629 € par mois. Et c'est, on le rappelle, la situation de plus d'un habitant sur 4. Mais la violence, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive dans une ville extrêmement pauvre, une ville qui a été oubliée, une ville où les pouvoirs publics se sont endormis, et une ville où la population a été habituée à vivre d'elle-même. Quand on associe les composantes de la ville, une difficulté économique, un logement dramatique, un emploi quasi inexistant, une main-d'œuvre très peu spécialisée, on se demande comment cette ville continue à tenir. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que cette ville n'a pas encore basculé dans une guerre civile? Comment est-ce que cette ville fait pour continuer à être attractive et pour cultiver cet art de vivre? C'est ça la réalité. C'est un miracle marseillais. Mais le miracle phocéen a ses limites. Celle d'une ville à la limite de la schizophrénie, avec d'un côté les 4 plus grosses fortunes marseillaises, qui pèsent autant à elles seules que le budget de la ville, 1,8 milliard au total, et de l'autre des milliers de foyers, dans les quartiers nord, qui subsistent, plutôt mal que bien, parfois en dehors de la légalité. Dans la société, une autre société s'est développée. On ne l'a pas vu venir parce qu'on n'a pas voulu la regarder. Aujourd'hui, il faut faire avec. Il y a l'état de droit, il y a la République, et aux portes de la République et de l'état de droit, il y a autre chose. Aujourd'hui, l'économie parallèle offre une source de revenus infiniment incomparable à ce qu'on avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. On ne peut rien face à ce mouvement. On ne peut rien parce que la crise économique frappe tout le monde et que ceux qui sont le plus durement touchés réagissent comme ils peuvent. C'est de cette économie parallèle que naissent les règlements de compte défrayant la chronique depuis quelques années. Car l'économie souterraine des cités, c'est bien entendu celle du trafic de stupéfiants, en majorité cannabis, puis cocaïne. Aujourd'hui, à Marseille, le banditisme de cité est tel qu'à l'évêché, le siège de la police phocéenne, 2 groupes de la brigade criminelle lui sont dédiés. Roland Gonzalez, 35 ans de police à Marseille. Jusqu'en 2009, il était justement directeur adjoint de la fameuse crime. Il analyse l'augmentation du nombre de règlements de compte dans la ville. Il y a un émiettement de plusieurs équipes qui sont le fait d'autant de cités qu'il y a à Marseille. Et je peux dire que dans les derniers éléments qu'on a pu avoir sur ces filières, tu as même maintenant des filières par immeuble au sein des cités, quoi. Et cet émiettement des équipes a fait que tu as une augmentation énorme des règlements de compte. En 2012, à Marseille et aux alentours, 24 personnes ont été tuées dans des règlements de compte.
16 l'avaient été en 2011, 15 en 2010. Les règlements de compte liés à la drogue ont augmenté parce qu'il y a eu une évolution sur le trafic de stupéfiants. Maintenant, n'importe quel caïd de cité peut monter une équipe, aller chercher sa cam et la revendre dans la cité. C'est ça le problème. C'est que tout le monde peut y participer et monter sa propre équipe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Philippe Pujol est journaliste au quotidien La Marseillaise. Il suit depuis des années les histoires de réseaux, de trafic, s'occupe des faits divers et des histoires de banditisme à Marseille. Il décrypte pour nous les mécanismes qui mènent au règlement de compte dans les quartiers nord. La première des raisons pour laquelle on peut se tuer à Marseille aujourd'hui, sur fond de trafic de stupéfiants, c'est celle qui vient le premier à l'esprit, la guerre de territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu de vente et on veut aller piquer celui du voisin. Après, le deuxième, c'est ceux qui rackettent ou qui braquent les autres réseaux. Par exemple, je suis le chef d'un réseau, je me suis dit plutôt que m'embêter à vendre et à mettre en place toute une petite industrie du shit, je vais laisser faire mon voisin, mon concurrent, et je vais essayer juste de me renseigner quand il fait passer l'argent et je vais braquer cet argent-là ou le produit. Ça se fait beaucoup, beaucoup à Marseille. Et après, il y a autre chose, ce qu'ils appellent l'enveloppe, c'est le racket. Ils montrent qu'ils sont forts, donc ils n'hésitent pas à tuer une fois quelqu'un à la calage juste pour dire on est costaud. Ils vont tuer un petit chouf, un petit dealer, ils montrent qu'ils sont forts et après ils vont racketter ce réseau. Si vous ne voulez pas que ça continue, vous nous donnez tant par mois. Et donc ce sont des sommes considérables, c'est du 30 000, 100 000, 50 000 euros, 200 000 euros. À des périodicités différentes. La plupart du temps, les réseaux qui sont rackettés payent, très souvent payent, ce qui fait qu'ils ne sont pas tous flingués. Ou alors s'ils ne payent pas, c'est qu'ils se sentent plus forts et ils répliquent. Est-ce qu'ils répliquent avec à l'arme à feu? Pas toujours aussi. Ils préfèrent souvent faire des séquestrations. On est beaucoup dans la séquestration à Marseille. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de séquestrations qu'il y a. Je ne peux pas les quantifier puisque par essence, il n'y a pas de plainte. Donc, mais par contre, il y a très souvent des gens qui sont séquestrés, brûlés à la cigarette, faire repasser. Et là, généralement, ça calme. Parce qu'il faut voir qu'on a affaire à des gosses les 3/4 du temps. Après, il y a les mobiles liés aux dettes. Quand il y a des gros endettés, il y en a, ils s'en sont fait une spécialité. Ils prennent 10 kilos de shit, de coke, de n'importe quel produit, promettent qu'ils vont le payer après avoir vendu, vendent très bien et donnent rien. Et disent, viens maintenant, et ils montrent qu'ils ont des armes et compagnie. Là, pareil, c'est pour ça qu'on a des fois dans des cités des mecs qui passent en montrant ostensiblement qu'ils sont armés. C'est pour ça le choix de la Kalachnikov. Même si c'est totalement inadapté au trafic de stupes, la Kalach, c'est vraiment l'arme la plus inadaptée qui soit. Elle a quand même ce symbole de la puissance, de la force. Donc, et en plus, elle est facile à se procurer. Donc, ils montrent qu'ils ont la Kalach. Si en face ça impressionne, on laisse. On ne lui revendra pas 10 kilos de shit une deuxième fois, mais il arnaquera quelqu'un d'autre. Généralement, les mauvais payeurs, comme ça, finissent par abuser et finissent par tomber des parts des plus gros, des plus costauds, qui finissent par les fumer, comme ils disent. Dans ce nouveau banditisme-là, mon sentiment, c'est qu'on ne règne pas par l'intelligence, par la diplomatie, par la politique. On règne par la violence. Le plus violent pense dominer. Et pense dominer probablement et durer un certain temps. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une organisation qui est quasi animale, c'est-à-dire on a un territoire, on le défend. Ce qui fait qu'il y a une multiplication de règlements de compte auxquels il est difficile d'apporter une réponse, une compréhension immédiate parce qu'on s'aperçoit que les morts sont les amis de ceux qui les ont tués, à notre connaissance. On va apprendre après la mort qu'il y a eu un contentieux. Nous, on les voit naître, on les voit grandir, et puis après, comme on dit chez nous, on les mesure. C'est-à-dire, donc ils sont morts. Aujourd'hui, un gamin de 14 ans, un gamin de 15 ans a une arme entre les mains et demain peut mettre fin à un règne. Un règne qui aura duré 3-4 mois, qui lui-même prendra les rênes d'une petite affaire de deal pendant 2 ou 3 semaines et qui terminera dans le coffre d'une voiture. Quand les parents sont obligés de vivre comme des chiens, il ne faut pas s'étonner que les enfants se comportent comme
des individus d'une férocité extrême. Mais c'est rien de plus que l'accumulation d'un mépris, d'une haine et d'une souffrance sur plusieurs générations. C'est des gens qui le portent en eux. Et cette agressivité, c'est d'abord une agressivité de communication. J'ai une Kalachnikov, je peux tuer n'importe qui, j'ai peur de rien. Il y a un marché qui leur offre l'opportunité de gagner beaucoup d'argent, avec des signes extérieurs de réussite. C'est avoir une arme, la plus grosse possible, c'est avoir une voiture, la plus grosse possible, c'est avoir de l'or. Et puis, c'est surtout montrer qu'on est un homme, montrer qu'on est respecté. Alors, le schéma, il est vite vu, hein. L'équation, elle est vite faite. Policiers, journalistes, magistrats parlent de néo-banditisme de cité à Marseille. Un banditisme sans foi ni loi, aveugle, sans règles. Tout le monde paraît choqué. Et il y a peut-être une raison à ça. À Marseille, dans l'inconscient collectif, le bandit, c'est lui. Il porte le borsalino, le costume rayé. En un mot, il a du style. Souvent issu de l'immigration corse ou italienne, il incarne ce voyou portant son code d'honneur en bandoulière, voire en cartouchière. Depuis le début des règlements de compte dans les quartiers nord, la question se pose en une des journaux. Qui sont ces nouveaux voyous? Et surtout, où sont les anciens? Existent-ils encore? Ces anciens qui formaient ce qu'on appelait le milieu. Dans les années 80, il y avait des parrains qu'on pouvait cibler. C'était Tani Zampa, c'était Jackie Lemat, c'était Francis le Belge. Il y avait des prises d'intérêt dans certains domaines. Il y avait des négociations qui échouaient ou pas. S'il y avait échec des négociations, il y avait des règlements de compte. Mais au moins, il y avait des règles qui étaient établies, qui étaient suivies. Cette façon de travailler du milieu a duré pendant un certain nombre d'années. Il y avait une voyoucratie organisée à Marseille il y a un demi-siècle, avec une structuration extrêmement précise. Il y avait des petits ouvriers du larcin, et puis on montait progressivement, on devenait un lieutenant, on faisait ses faits d'armes, on allait en prison, on était formé. Mais l'objectif pour cette voyoucratie, c'était d'assurer la paix publique dans un quartier, dans une ville, pour pouvoir faire de bonnes affaires. Et au final, la conséquence, la conclusion de cette criminalité, c'était l'insertion. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'insertion, c'est de la désintégration. C'est une délinquance de communication. C'est une délinquance d'existence. C'est je montre que j'existe, regardez ce que je peux faire. Les équipes, elles se font, elles se défont, c'est d'une cité à l'autre. Ça va très, très vite. Cette espèce d'aristocratie, de voyoucratie structurée et pérenne, ça n'existe plus. Est-ce que de toute façon, c'est inhérent à ce néo-banditisme, comme maintenant il est courant de l'appeler, de toute façon de vivre de manière comme ça anarchique, sauvage et totalement débridée? Le temps des équipes, des figures du grand banditisme, il est révolu. Et on le voit ailleurs en France. Hein. Il restera quelques têtes d'affiche, quelques groupes criminels dans certaines communautés, dans certaines régions. Mais aujourd'hui, on est plus sur une génération de gens plus jeunes, même en Corse, on le voit, plus irréfléchis, déstructurés, qui veulent un gain immédiat, peu soucieux de l'avenir, peu soucieux des risques qu'ils encourent, peu soucieux de l'autre. Et même s'il y aura toujours quelques groupes criminels structurés qui peuvent venir de l'étranger, hein, on est très vigilant sur les mafias russes, géorgiennes, chinoises et autres. On est parallèlement face à ce néo-banditisme, effectivement, dont je ne suis pas sûr qu'il tombe très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de l'argent et la société pousse à l'argent facile, hein, rapide, je ne vois pas pourquoi, brutalement, demain, beaucoup de jeunes perdus voudraient arrêter ça. Qu'est-ce qui, miraculeusement, leur ferait dire bon, on arrête d'être délinquants et on laisse le champ aux grandes équipes criminelles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vraiment, moi je crois que le travail de fond, il n'est pas judiciaire ni policier, c'est un travail bien en amont, hein, de sensibilisation sociale. Voilà. Sinon, on aura toujours ces phénomènes. Hein. Le temps des parrains à l'ancienne serait derrière nous.
C'est vrai que sur la Canebière, les costumes rayés se font rares. Mais il faut se méfier. Car dès qu'une nouvelle génération de bandits voit le jour, les observateurs ont toujours tendance à dire que c'est la fin d'une époque, que les anciens ont disparu. Je crois que les gens du milieu ne sont plus les mêmes pour une raison très simple, c'est que je crois qu'il n'existe plus véritablement de milieu. Je crois que si le milieu existait toujours comme il était auparavant, avec ses têtes pensantes, on n'assisterait pas à des événements de cet ordre, on n'assisterait pas, par exemple, à des hold-up avec prise d'otages ou des risques courus. La popularité de l'action dépasse de beaucoup l'intérêt que le bandit peut en acquérir, peut en retirer. La querelle des anciens et des modernes, sans fin à Marseille, si bien qu'une question fait débat aujourd'hui. Avaient-ils plus d'honneur et de bonnes manières, plus d'éducation, ces anciens, que les jeunes délinquants des cités? Code d'honneur des voyous à Marseille, effectivement, on en a parlé pendant longtemps. C'est lié à une forme traditionnelle du voyou tel qu'il existait auparavant. On avait, moi je peux le dire au niveau de l'enquêteur, on avait des relations avec les gardés à vue, des personnes issues du banditisme que nous gardions à vue, que nous n'avons plus maintenant. Il y avait une forme de compréhension mutuelle, si ce n'est de respect, que je ne retrouve pas ou que je n'ai pas retrouvé avec les derniers voyous ici des cités. C'est une défiance totale parce que le flic est l'ennemi. On ne parle pas, ou alors très peu, ou pour des raisons obscures qui sont liées directement à la personnalité du mis en cause. Mais sinon, le flic est l'ennemi. Ça, c'est une évolution particulière. Alors, est-ce qu'il y avait un code d'honneur chez les voyous avant? Oui, ça a été il y avait une forme d'éducation qui n'apparaît plus maintenant. Les codes ont complètement changé. L'honneur, c'est pas quelque chose qui n'est l'apanage que des anciens bandits, des vieux bandits. Ça fait pas plus, pas moins d'honneur que ceux d'aujourd'hui. Il n'y a pas de changement là-dessus. Pourquoi ils auraient moins d'honneur aujourd'hui? Parce que c'est des Arabes? C'est un peu ça l'idée en fond, hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Avant, on avait des corsos italiens, ça a de l'honneur. Les Arabes, l'honneur, ils l'ont laissé ailleurs. Non, non, ils ont le sens de l'honneur de la même manière. Ils ont par contre, la nouveauté, la différence, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Donc avant, on avait quelques bandits, corses, italiens, marseillais, ils n'étaient pas très nombreux. Donc quand ils rentraient en guerre les uns contre les autres, il y avait deux camps qui se formaient, et on n'en parlait plus, ça se bataillait un peu, au bout d'un moment ils faisaient la paix parce qu'il y avait trop de dégâts, et après ils se trahissaient un peu. Bon, les films le racontent très bien. Aujourd'hui, on a tellement de personnes que le sens de l'honneur, avec la bonté, la rédemption, il n'y a plus la place à ça, il y a trop de monde. Au moment où toi tu vas te relâcher pour tendre la main à ton ennemi, ben, il y a un autre ennemi qui arrive et qui vous tue tous les deux. On est dans une situation où il y a tellement de monde, on est dans on est dans du capitalisme sauvage, mais vraiment sauvage à l'extrême, de l'économie souterraine. On est vraiment, on ne peut pas faire pire que ce qu'il y a actuellement là-dessus. Et ils n'ont pas plus ou moins d'honneur que par le passé. Ils n'ont plus la place de le faire valoir. Dès qu'ils peuvent le faire, ils le font. Trop de monde sur un marché de la drogue paradoxalement trop petit. Ce serait aussi une des raisons de ces nombreux règlements de compte. Marseille est certes plus grande que la capitale, mais à Paris, c'est dans toute l'Île-de-France que se trouve le marché. Il y a plus de place, donc moins de concurrence. Toujours est-il que l'économie souterraine de la drogue a pris racine dans la cité phocéenne. L'histoire du banditisme s'écrit depuis des décennies à Marseille. Au début du XXe siècle, c'est elle qu'on surnomme la Chicago française. On dit alors qu'elle est la capitale du milieu. Depuis, à Marseille, l'histoire des voyous croise souvent celle des politiques. D'où vient ce sentiment qu'ici, plus qu'ailleurs, on joue avec le mythe du voyou, du bandit? Le banditisme est consubstantiel à la ville de Marseille depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a à Marseille ce qu'on appelle les bandeurs d'hommes. Qu'est-ce que c'est les bandeurs d'hommes? Est-ce que ce sont des gens qui ont des mœurs peut-être différentes? Je ne sais, pas du tout. Pas du tout. Les bandeurs d'hommes, ce sont des hommes qui vous font bander. Les hommes, dans l'argot marseillais, ce sont les voyous. Et vous avez toute une frange de population à Marseille qui est fascinée par le voyou, son comportement. Ces gens-là simulent une sorte de langage de voyous. Ils adorent les fréquenter.
essayer de les suivre dans les boîtes de nuit, dans les établissements qu'ils fréquentent le jour, pour essayer de se faire passer pour, alors qu'ils ne sont que des citoyens classiques qui respectent la loi, mais ils sont tellement fascinés par cette image emblématique du voyou marseillais qu'ils voudraient bien qu'on les considère comme tels. Ici, le folklore se niche aussi dans des rapports flics-voyous des plus ambigus, comme le souligne Lucien Aimé Blanc, un grand flic comme on dit, né à Marseille, aujourd'hui à la retraite. Les voyous faisaient partie du folklore marseillais. Je pense que même la population marseillaise était fière d'avoir des parrains qui défrayaient parfois la conique. Si vous voulez, on les considérait comme des notables. Ils vivaient en parallèle, mais en même temps, ils étaient tous dans la ville. Et la plupart de ces voyous-là, leur rêve, c'était d'avoir un bar en ville, avec des filles, parfois de jolies filles, et d'avoir une jolie clientèle. Alors, cette clientèle, il y avait les avocats, bien sûr, qui étaient la principale, puisque c'était leurs clients. Et il y avait les avocats, il y avait parfois des magistrats, il y avait des policiers, tout le monde se rencontrait. Et ça gênait personne, si vous voulez. Tout ça, ça se trouvait autour de l'opéra. Moi, je connaissais beaucoup de voyous, je sortais avec eux, mais j'aurais pas pu parce que j'avais pas la pêche, j'étais pas courageux, j'avais pas la moelle. Il faut de la moelle pour aller cambrioler, il faut s'imposer physiquement. Bon, alors, on peut prendre l'itinéraire inverse, être flic, ce qui permet de se rapprocher un peu et d'être voyou sans risque. À Marseille, la place du voyou dans la ville semble un peu floue. Cette position favoriserait-elle des rapprochements suspects? Si les bandits à certaines périodes de l'histoire ont fait copain-copain avec les flics, les magistrats et les avocats, ont-ils fait de même avec les élus locaux, les politiques? En d'autres termes, la violence à Marseille ne viendrait-elle pas aussi, selon les époques, d'une manière très particulière de gouverner la ville? La mairie, arrimée au vieux port, n'aurait-elle pas tendance à jouer parfois en eau trouble, celle du clientélisme et des arrangements entre amis? On parle de Marseille, on parle de clientélisme. Est-ce que c'est une ville difficile à gouverner? C'est vrai que cette ville a eu des comportements, et des hommes politiques d'ailleurs, qui ont marqué leur temps. Dans l'histoire des voyous liés à la politique. Juste avant 1935, la ville est gouvernée, le maire est un docteur. C'est un docteur, un homme honorable, mais qui n'a pas laissé de nom dans l'histoire de la ville. C'est le docteur Ribot. Mais il a un premier adjoint. Ce premier adjoint est un personnage sacrément charismatique. Il s'appelle Simon Sabiani. Ce monsieur va se faire élire député communiste du secteur du port. Puis, il va être encore premier adjoint. Mais cet homme, qui part de député communiste, entraîne avec lui toute une population du cœur de la ville, du secteur du Vieux-Port, qu'il a suivi, quelles que soient ses évolutions dans la vie politique. Alors là, le clientélisme bat son plein. Simon Sabiani est corse. Arrivé à l'âge de 20 ans à Marseille, il est dans les années 30 le patron politique de la ville. Sabiani y développe et y installe une façon bien particulière de gouverner, comme le souligne Vincent Nouzille, journaliste spécialiste du milieu corse. Comme il a besoin de gros bras pour, dans le fond, faire la sécurité dans ses meetings, faire ses campagnes électorales, faire le coup de poing s'il le faut lors de manifestations, parce qu'il y a beaucoup de manifestations à Marseille, et ça vient souvent. Et donc, il a recours à ses congénères corses. Au début du XXe siècle, ce sont les Corses qui dominent le milieu marseillais. Il est donc d'autant plus facile pour Sabiani de se lier et de faire affaire avec les voyous de l'époque. Ceux qui tiennent le quartier dit réservé, celui de la prostitution et des trafics, le quartier Saint-Jean, à la pointe du Vieux-Port. Cette période, ce quartier, le journaliste Eugène Sacomano les connaît bien. C'est même son livre « Bandit à Marseille » qui a inspiré le film culte Borsalino. C'est quoi l'ambiance autour du Vieux-Port à cette époque-là? À cette époque-là, il y avait effectivement le quartier Saint-Jean, il y avait des rues qui allaient sur le port et qui étaient des rues à putes, quoi. Il y avait une rigole au milieu de la rue,
c'était pire que les images que l'on peut voir de Naples où le linge traverse d'une maison à l'autre. Les filles étaient derrière des rideaux de jute. Leur jeu favori, c'était de faucher les chapeaux des types. On portait beaucoup de chapeaux à l'époque, de se les lancer de l'une à l'autre. Et les types étaient bien obligés, s'ils voulaient récupérer son chapeau, de passer par ce que vous devinez, quoi. C'est ce qu'on appelait le quartier réservé, donc c'était principalement un quartier avec des maisons de tolérance, en gros, pour dire, avec des gros numéros, comme on disait à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et il y avait tous les gens, il y avait ce qu'on appelait les anamites à l'époque, c'est-à-dire des pauvres ouvriers qui venaient de l'Indochine. Il y avait des Blacks qui arrivaient d'Afrique, il y avait des Arabes, il y avait un monde fou et flou qui s'était installé dans ou autour du quartier Saint-Jean, avec y compris ceux qui tenaient le quartier Saint-Jean, c'est-à-dire les Macs. Il y avait des types qui avaient 3, 4 filles au tapin et qui habitaient même le quartier Saint-Jean et qui se faisaient gauler de temps en temps, puis ils ressortaient et recommençaient. Voilà. Dans les années 30, c'est un duo qui règne sur la ville. À gauche, Paul Bonaventure Carbone, le Corse. À droite, François Spirito, le fils d'Italien. Il domine la pègre locale de la tête et des épaules. Ce tandem va être aussi célèbre que certains grands caïds de Chicago à la même époque de la pègre. Ils commencent à faire la loi, en fait, à Marseille, avec, dans le fond, des principes assez simples, hein, qui sont le proxénétisme et quelques bars. Il suffit d'avoir un bout de trottoir, en quelque sorte. Et puis, progressivement, ils vont, de manière capitalistique, on va dire, accumuler de l'argent, accumuler du capital. Et avec ça, ils vont pouvoir investir dans, évidemment, des maisons closes. Et puis, au fur et à mesure des années, ils vont organiser du racket dans les bars, dans les commerces de Marseille. Puis, des petits trafics dans le port. On commence par les cigarettes, un peu d'opium, un peu de fausse monnaie. Donc, Marseille va devenir une ville qui sera tenue par ces deux caïds qui vont devenir les parrains de la ville. Mais en 1934, les parrains ont un souci et ils vont avoir besoin de leur appui politique. Carbone et Spirito sont accusés du meurtre d'un conseiller de la Cour d'appel de Paris. Celui-ci enquêtait sur la mort d'un escroc, Stavisky, dont le décès avait déclenché en France un immense scandale politico-financier. Carbone et Spirito sont emprisonnés à Dijon. Sabiani prend un coup de sang. Il fait placarder dans tout Marseille des affiches clamant son amitié pour les parrains. Et quand la police les libère avec un non-lieu, ils rentrent à Marseille et ils sont accueillis de manière absolument triomphale à la gare Saint-Charles. Et Simon Sabiani dit « ce sont mes amis, bienvenue à Carbone et Spirito qui reviennent blanchis de ces sales affaires qu'on veut leur coller ». Donc il y a une forme de grande connivence politique et mafieuse, en quelque sorte, entre Simon Sabiani et les parrains de la pègre de Marseille de l'époque, qui sont Carbone et Spirito. Et ça, c'est une constante de la vie politique marseillaise qu'un certain nombre de truands ont besoin d'appui politique pour une forme d'impunité judiciaire, mais plus que ça, une forme de reconnaissance sociale et politique importante sur la ville. Pendant que Carbone et Spirito sont installés, à partir de 1935, on voit apparaître une fratrie corse, à la suite de Carbone. Ce sont les frères Guérini, dont on entendra beaucoup parler après-guerre, mais qui, dès les années 30, commencent à faire parler d'eux. Oui, ils débarquent à ce moment-là, à peu près, quoi. Et ils font parler d'eux, effectivement, pour les mêmes activités, hein. Alors, il y en a un qui était très sérieux, c'était Antoine, et puis il y a eu Mémé. Antoine, à gauche, et Barthélemy, dit Mémé, à droite. Les Corses ont décidément la main sur Marseille. Le duo 100% insulaire, formé par les frères Guérini, se place petit à petit. Mais la guerre et l'occupation allemande vont imposer leurs parenthèses. La faune du Vieux-Port, et notamment celle du quartier Saint-Jean, cristallise les obsessions des nazis. Cette ville est le chancre de l'Europe, et l'Europe ne peut vivre tant que Marseille ne sera pas épurée. Karl Auberg, supérieur en chef SS pour la France. Janvier 1943. 40 000 habitants sont priés de tout quitter dans le quartier Saint-Jean. En février, les Allemands détruisent 1500 immeubles. 14 hectares sont totalement rasés.
Cet îlot inextricable de ruelles, de cul-de-sac, de cours, repère de toute une pègre internationale, îlot insalubre aussi où la mortalité atteignait un chiffre effrayant, ne pourra plus à l'avenir servir de cadre qu'à l'imagination fertile des romanciers. Durant l'occupation, Sabiani choisit le camp de la collaboration. Il a rejoint dès 1936 le PPF de Jacques Doriot et a entraîné avec lui Carbone et Spirito. Mauvais choix des parrains. Contraint à l'exil à la Libération, il laisse la voie libre aux Guérini, qui eux ont pris l'option de la résistance. Mémé surtout. C'est là qu'il se lie d'amitié avec un jeune avocat socialiste, un certain Gaston Defer, qui dirige le réseau Brutus. Après-guerre, tout ce petit monde s'est rangé, si l'on peut dire. Defer a pris la mairie en 1953 et les affaires des frères Guérini ont fructifié sans encombre. Les Guérini régnaient principalement sur un quartier qui va remplacer le quartier Saint-Jean après-guerre, c'est ce fameux quartier de l'Opéra. Alors c'est quoi pour nous décrire un peu quelle tête avait le quartier de l'Opéra? Dans ce quartier-là, ça faisait un petit périmètre, un petit rectangle. C'était le rendez-vous des putains, mais des belles putains. Eux, leur fief était juste de l'autre côté, sur le Vieux-Port, c'est l'hôtel Méditerranée. C'était le Méditerranée, une grande boîte, et qui était attirante pour les filles qui étaient un peu en perdition. On leur disait, des copains, « Ah, qu'est-ce que tu fais dimanche? Ben, je vais danser au Méditerranée. » Et là, elles se faisaient gauler, quoi. Méditerranée, c'était l'endroit idéal pour que les filles tombent dans les mains des petits truands, des petits proxos. Le maire, de son côté, va petit à petit asseoir son autorité sur la ville, pour créer ce que l'on a appelé par la suite le système Defer. Dans les années 50-60, Marseille est en pleine reconstruction et il y a un afflux massif de population. Gaston Defer va jouer plus finement que Sabiani à son époque. Les mœurs sont changées, mais le clientélisme plus que jamais régente les rapports entre élus et administrés. Le maire place ses hommes, ceux qu'il a connus dans la résistance, à des postes stratégiques. Et on sait qu'au moment de la reconstruction, il y a des logements à construire, il y a des prébendes à distribuer, il y a des marchés publics à offrir. Et tous les Corses de Marseille et tous les gens qui habitent Marseille viennent demander des services. Et comme le système est clientéliste, il va y avoir une inflation colossale de postes de fonctionnaires à la mairie de Marseille à ce moment-là, parce que le système Defer repose sur cette gestion assez large et assez laxiste d'embauche, notamment à la municipalité de Marseille. Il y a donc les hommes sur lesquels Defer s'appuie officiellement, mais il y a aussi ceux qui grenouillent autour de la mairie. Ceux auxquels Defer n'attribue pas de rôle, mais avec lesquels il doit composer. Et parmi eux, certains ont des activités troubles, comme Dominique Venturi par exemple. Dès les années 50, il règne déjà sur le trafic de cigarettes à Marseille. Un trafic qui charrie son lot de cadavres lors de règlements de comptes sanglants. À l'occasion, Nick Venturi fait office de garde du corps pour Defer et de gros bras lorsqu'il faut affronter les communistes, ennemis jurés du maire. Venturi va se lancer dans les affaires et, tranquillement, devenir très influent à Marseille. Nick Venturi fait partie des milices socialistes. Il devient une figure politique, dans le fond, du système électoral de Gaston Defer. Puis, il va développer toute une activité d'affaires, dans le fond, de marché public, pour capter un certain nombre de marchés qui viennent, comme par hasard, de la mairie de Marseille, où il a évidemment de nombreux amis. Donc c'est un homme d'affaires qui va prospérer dans l'ombre de Gaston Defer. Homme d'affaires pour les uns, homme du milieu pour les autres. Dans les années 70, Venturi est cité par les Américains dans des enquêtes sur le trafic d'héroïne dont Marseille est devenu l'épicentre. Les Corses ont monté ce que l'on a appelé la French Connection. On ne réussira pourtant jamais à prouver quoi que ce soit à l'encontre de Nick Venturi. En revanche, en 1982, il est dans l'œil du cyclone pour une autre raison. Le parquet de Marseille dévoile la corruption organisée à la mairie. Fausses factures, marchés publics truqués, Defer, devenu ministre de l'Intérieur, a les oreilles qui sifflent. Un jour, pendant qu'il est maire, la police va venir. On va arrêter 30 fonctionnaires, dont 3 ou 4 hauts fonctionnaires, dont le directeur de l'urbanisation. On les met les menottes et on les envoie à la prison des Baumettes. Oh, et là, il y a un jeune militant qui va écrire sur le mur, de nuit, ou à Potron miné, mairie annexe.
Gaston Defferre a eu ça aussi. Moi, je n'ai pas connu cela. C'est une différence. Gaston Defferre est furieux. Son système clientéliste a déraillé. Dans son dos, semble-t-il. Il doit lâcher ses anciens porte-flingues. Je serai sauvage. Quoi qu'il arrive, il faut que les Marseillais sachent que tout sera fait pour que la mairie de Marseille soit exemplaire. Venturi, qui n'a jamais parlé, convoque la presse, la première chaîne de télé. Il se défend et, de manière voilée, menace de faire des révélations. C'est la première fois depuis 30 ans que Nick Venturi parle devant une caméra. Lui dont on parle avec méfiance et respect sur le Vieux-Port, lui qui est considéré depuis 1961 par la Sûreté nationale et le FBI comme un individu dangereux, et si l'on en croit le Narcotic Bureau américain, comme un homme connaissant bien le milieu des trafiquants de drogue. Bref, une vieille figure du milieu marseillais que Didier Schilt et Alain Lardière ont mis 3 jours à retrouver au cours de leur enquête à Marseille sur l'affaire des fausses factures et des pots de vin. Si aujourd'hui, cette affaire me donne l'occasion de mettre à jour et d'abattre toutes les cartes sur la table, c'est pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Les Marseillais, mes amis, le savent. Je sais prendre mes responsabilités, que l'on sache que j'ai l'esprit de famille et surtout le culte de l'amitié. 2 jours plus tard, Venturi dort à la prison des Baumettes. Il est condamné à 4 ans de prison. Defferre a senti le boulet lui passer tout près. Sabiani, Defferre, c'était hier. Mais aujourd'hui encore, la ville traîne cette accusation de clientélisme à tous les étages et de proximité entre grand banditisme et politique de premier plan. Prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, détournement de subventions afin de s'assurer une clientèle électorale. Les récentes mises en examen de baronnes et barons locaux, héritiers directs de Defferre, ne vont pas aider à changer l'image. Est-ce qu'on ressent cette ambiance de réseau, de clientélisme, de mélange des genres Oui, on peut le dire. Clientélisme, oui. On a des dossiers qui le démontrent, des dossiers judiciaires. Certains seront même jugés. Là encore, les accointances marseillaises, les traditions des familles, des habitudes, et être élu si vous n'êtes pas marseillais ici, c'est difficile. Il y a des communautés ethniques, des communautés religieuses, des réseaux, c'est clair, et ça peut peser sur la ville, certainement. Maintenant, moi je veux éviter de tomber dans une forme de paranoïa ou de thèse complotiste, nous sommes au cœur de réseaux. Je crois qu'il faut être attentif à ça, l'intégrer comme une donnée possible d'interférence ou qui peut agir sur un certain nombre de choses, voire sur des enquêtes. Le clientélisme n'existe pas qu'à Marseille. Mais ici, ce qui est frappant, c'est que son histoire, on peut la compter sur plusieurs générations. Marseille, la ville ouverte par excellence. Son histoire est intimement liée à celle de l'immigration, et donc des immigrés. Voyageurs pressés qui toujours couraient la Canebière et le Vieux-Port, connaissez-vous le cours Belzunce? C'est le forum de Marseille dans toute son odeur et sa force populaire. À Belzunce, les mâles triomphent. Le matin, à l'heure rieuse et mouillée, le soir, à l'heure brûlante et rouge, on croit voir une esplanade grouillante de matou. On traite là bien des affaires. On vante un peu de tout. La fille, la drogue, le journal. On y crie et on s'y parle à l'oreille. Tout ce que la Canebière roule d'étrangers et de peuples divers, on le coudoie à Belzunce, non plus masqué de bonne façon, mais à l'état nu. Des noirs, des jaunes, des apatrides remontent la rue d'Aix vers cette porte, cet arc de triomphe qui s'ouvre sur les 5 continents. Marseille, la porte du Sud, disait Albert Londres au début du XXe siècle. Cité offerte aux 4 vents de tous les exotismes, Marseille cultive sa légende. Marseille, si on en croit son mythe fondateur, est faite pour accueillir le monde, puisque c'est le mariage de la terre et de la mer, le marin grec venu de Phocée qui arrive, et la fille du prince local, terrestre, qui lui tend la coupe au moment de son mariage et se marie avec lui plutôt qu'avec les prétendants du lieu. Donc, dès le départ, ça campe Marseille comme une usine à recevoir le monde
et finalement fabriquer des Marseillais. Fabrique, creuset, melting pot. Marseille n'a jamais eu le choix. Elle doit accueillir, recevoir, intégrer, assimiler. C'est comme ça, comme inscrit dans son ADN. Sur le plan de l'immigration, on dit qu'à Marseille, c'est une ville de communauté. C'est une des villes où les communautés sont les plus marquées. Mais cher ami, c'est un port. C'est une ville qui a 2600 ans d'existence. C'est une ville dont la population s'est constituée, strate par strate, de population étrangère. Bon, sans remonter à la préhistoire, lorsque la Turquie écrase l'Arménie et qu'il y a le génocide des Arméniens, les Arméniens arrivent à Marseille et ils vont s'installer à Marseille. Et d'ailleurs, le maire de l'époque, qui était pourtant un humaniste, qui était pourtant un médecin, dit, puisqu'il était sénateur, il interpelle ici le ministre de l'Intérieur et il dit 2 bateaux, le Caucase et l'Albanie, arrivent avec ces gens-là qui apportent la peste et le typhus. Que ça? Or, les Arméniens sont restés à Marseille. Là, cette population, elle s'est totalement intégrée. Mais aujourd'hui, vous avez 80 000 Marseillais d'origine arménienne. 80 000, cela fait près de 10% de la population. À Marseille, quand les migrants arrivent sur le Vieux-Port, c'est par vagues donc. Parfois, c'est même une déferlante, et c'est ça qui provoque aussi tension et violence dans l'histoire de la ville. À ces moments précis, la greffe ne prend pas immédiatement, on s'en doute. Parmi ces déferlantes, une autre a marqué l'histoire de Marseille, celle des Pieds Noirs. Rapatriés d'Algérie, ils sont 450 000 à arriver à Marseille en 1962. Imagine-t-on, comme si tous les habitants de Lyon intramuros débarquaient sur le Vieux-Port. Près de 150 000 de ces Pieds Noirs s'installent à Marseille. Les tensions avec la population locale sont très vives. Dans une interview qui aujourd'hui paraît impensable, le maire de la ville, Gaston Defferre, ne mâche pas ses mots. Que les Pieds Noirs aillent se réadapter ailleurs. La façon dont on arrive à Marseille conditionne la façon dont on vivra à Marseille. On n'arrive pas à Marseille par hasard. On arrive parce qu'on est chassé de quelque part, parce qu'on a fui quelque chose. Donc c'est une multiplication d'additions de drames personnels qui s'associent. Donc il y a eu la vague des Italiens, il y a eu la vague des Pieds Noirs, il y a eu la vague des Espagnols, il y a aujourd'hui la vague des Maghrébins, des Noirs, des Asiatiques. Donc moi personnellement, ma famille partie de Sicile est passée par le Maroc et a tout quitté au Maroc. Et quand ils expliquent leur exode, c'est dramatique, c'est une tragédie. Et cette tragédie, elle est associée à mon voisin qui était maltais, à mon autre voisin qui était espagnol, et puis au voisin en face qui, lui, a quitté le Cambodge. On ne vient pas à Marseille par hasard. Et quand on vient avec un drame, avec une tragédie, avec une souffrance, c'est générateur d'une haine vers ce qu'on a abandonné, mais d'une force vers là où on va. Et quand on arrive ici, à Marseille, eh ben on s'y sent bien. Et quelque part, c'est le chez-soi des gens venus d'ailleurs. C'est peut-être aussi ce qui nous lie les uns aux autres. C'est que je sais quand je vois le Maghrébin que je croise, que quelque part, lui, sa famille a vécu ce que ma famille a vécu. Quelques épisodes historiques méconnus montrent toutefois qu'avant de se sentir chez soi, l'étranger doit parfois à Marseille faire face à des élans de xénophobie ou de pur racisme. Les Italiens en savent quelque chose. À la fin du 19e siècle, près d'un Marseillais sur 5 est italien. Dans les années 1860, il y a un petit journal de Marseille qui, une semaine, ouvre sur le portrait du Piémontais. Il a tous les défauts de la création. C'est un tricheur, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui se balade avec le couteau sur lui et qui est prêt à vous en donner à tous les coins de rue. Il vit salement, dans des lieux sales, ça va jusqu'à critiquer la vaisselle dans laquelle il mange, etc. Et à la fin de l'article, qui tient toute une page d'un grand journal de l'époque, le journaliste dit « Et maintenant, si vous permettez, cher lecteur, je vais aller acheter un revolver parce que c'est pas ce qui peut arriver. » Donc quand vous arrivez à une telle force de haine exprimée librement à travers les journaux, ça vous marque l'état dans lequel on était vis-à-vis du groupe dominant d'immigrés qui était le groupe des Italiens. Un épisode historique va achever de faire monter la pression. En 1881, la France prend le contrôle de la Tunisie. Or, les Italiens eux aussi ont des vues coloniales sur le pays. La Tunisie se trouve dans le prolongement direct de la botte. D'autre part, elle accueille une forte communauté italienne.
Et donc en 1881, il y a un retour de troupes françaises qui viennent parader dans la rue de la République. Et à ce moment-là, il y a des cris hostiles qui ont été poussés par des Italiens contre ces troupes françaises parce que ces Italiens, eux, auraient rêvé que la Tunisie devienne italienne. Et en fait, ces coups de sifflet sont perçus dans un moment de liesse, de célébration nationale, où il y a des tas de drapeaux français, sont perçus comme un affront de la part des Italiens et de l'Italie à la France. Et ça suscite quasiment immédiatement un déchaînement de violence envers les Italiens à Marseille. Donc pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, se produisent des émeutes dans le centre-ville où il y a une véritable chasse à l'italien en fait qui est lancée et qui fera plusieurs morts. Cet épisode sanglant porte le nom de Vêpres marseillaise. Un siècle plus tard, une autre population va se heurter à un mur de violence. Marseille, c'est méconnu, va connaître des heures sombres au début des années 70. La ville, encore une fois, va rejeter la grève d'une nouvelle population. Tout débute le 25 août 1973, boulevard Françoise Dupart, en plein centre-ville. Nous sommes un samedi après-midi. Un Algérien monte dans un tram et égorge le chauffeur, sans mobile apparent. La foule le prend à partie, il est quasiment lynché avant l'arrivée de la police qui se rend vite compte que l'homme est dément. Il se trouve en tout cas, à ce moment précis, dans un état de folie avancée. Ce fait divers dramatique fait non seulement la une des médias marseillais, mais également nationaux, comme nous l'explique Yvan Gastaut, historien et spécialiste des questions migratoires. Ce fait divers va être le point de départ d'une vague de violence très forte contre tout ce qui peut ressembler à des Maghrébins, à un Maghrébin, à un Nord-Africain, à un Arabe, dans la région de Marseille et dans un périmètre plus large au niveau de la région PACA. Et puis poser la question du racisme en France. Les réactions dans la population marseillaise vont être vives, car dans la ville se côtoient pieds noirs rapatriés d'Algérie et immigrés algériens. La guerre d'Algérie est loin d'être digérée en 1973. Au lendemain de ce drame, c'est dans un premier temps la presse qui se mobilise, et notamment la presse marseillaise, on va dire, très hostile à la présence arabe à Marseille, et notamment un éditorial du quotidien Le Méridional, qui avait pour rédacteur en chef Gabriel Domenech, connu pour ses penchants, plus que ses penchants, sa tendance Algérie française, et qui sera en 1973 celui qui va quelque part appeler au meurtre. Nous en avons assez. Assez des voleurs algériens, assez des casseurs algériens, assez des fanfarons algériens, assez des trublions algériens, assez des syphilitiques algériens, assez des violeurs algériens, assez des proxénètes algériens, assez des fous algériens, assez des tueurs algériens. L'éditorial fait réagir. Le lendemain, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Etchegaray, sent le besoin de s'exprimer. Ma crainte, c'est que certains se laissent entraîner et absorber par des réactions passionnelles, si explicables soient-elles. Profiter de ce drame horrible pour exciter le vieux démon du racisme ou de la xénophobie qui dort en chacun de nous. Cela me paraît dangereux, mais surtout injuste. L'appel ne sera pas entendu par tous. Il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de chasse à l'homme. Hein. Et il y a cette sorte de racisme au faciès qui va s'exprimer et qui, quelque part, va expulser un sentiment que la ville renfermait depuis quelques années, sûrement depuis la fin de la guerre d'Algérie. Et cette occasion d'un fait divers a laissé se défouler une violence anti-maghrébine très forte, des arabicides, en quelque sorte, qui vont se produire. Les travaux des historiens ne sont pas unanimes. On estime donc que de la fin août au début du mois d'octobre 1973, entre 12 et 16 Maghrébins auraient été assassinés, sans mobile, juste parce qu'ils étaient algériens. Et il y en a un qui va être particulièrement, un des assassinats qui va être particulièrement médiatisé en quelque sorte, c'est le meurtre de Laj Lounès, qui va provoquer une forte mobilisation. Contraire de la communauté, de la population maghrébine à Marseille. Voyez-vous, il y a eu déjà un jeune de 16 ans qui a été assassiné sauvagement devant chez lui. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait ce jeune dans ce crime dans l'autobus. Alors il y a eu aussi le type à 21 ans, en plein public, il a été sauvagement assassiné. Pourquoi avant il n'y avait pas tous ces regards méchants, tout cela, tous ces mouvements. On est mal regardé, on est repoussé par tout le monde. Tous ces meurtres d'Algériens restent impunis. Personne n'est arrêté et donc encore moins condamné.
Le climat est délétère, mais Marseille n'en a pas encore fini avec la violence. Le 14 décembre 1973, une bombe explose au consulat d'Algérie. En quelques secondes, le malheur et la mort se sont abattus sur un étroit couloir où une quarantaine de personnes attendaient. Il s'agissait pour la plupart de travailleurs algériens avec leurs femmes, en formalité de départ ou de retour en France. Les murs sont emportés par l'explosion. Dans toute la rue, vitres des immeubles et des voitures sont soufflées. Et on voyait du feu là. Et tout à coup, il y a quelque chose qui a explosé. Il y avait des morts, au moins 5 ou 6 morts. Il y avait un qui avait la jambe enlevée. Il y avait du sang, il n'y avait plus de lumière, on ne voyait pas clair. Les vitres cassées et tout. On a vu juste une explosion, un tremblement de terre. Et puis au moment où on a vu ça, et c'était un peu partout, un peu la panique. On a voulu descendre et finalement, on n'a pas trouvé des escaliers. C'est tout arraché. L'attentat est revendiqué par le groupe Charles Martel, un groupuscule d'extrême droite. Mesdames et messieurs, nous vous avons demandé de participer à ce rassemblement afin d'exprimer dans le calme et dans la dignité toute notre émotion. Ce sont des criminels racistes qui agissent en toute impunité. Et à ce jour, aucun d'entre eux n'a été arrêté. Nous lançons un appel à tous les travailleurs algériens de demeurer vigilants et d'éviter toute provocation d'où qu'elle vienne. Pendant ce temps, à l'hôpital, il y a les 22 blessés algériens. 15 sont dans un état grave. Et la levée des corps des 4 morts aura lieu demain à 13h. Ça a été tellement loin, je dirais, en 1973, que ces incidents vont être le point de départ d'une réflexion nationale sur le racisme. Sommes-nous racistes ? C'est ce qui s'est passé. Par exemple, je pense que comment commente Paris Match cet incident, ce meurtre du Tramino par un Algérien, c'est « Les bicots sont-ils dangereux ?» C'est le titre qui est posé avec un point d'interrogation. On emploie le terme de bico. On emploie le terme de bougnoul. Ces mots sont employés à cette époque-là et quelque part on en revient effectivement à la violence qui était très forte contre les Italiens à ce moment-là, au moment des vêpres marseillaises. Donc on retrouve dans le propos raciste une sorte de permanence. L'image de Marseille est ternie. Marseille n'est plus présentée comme la généreuse porte du Sud. Oubliez la ville ouverte. Malgré tout, on ne peut nier que globalement et à l'échelle de 2 siècles, Marseille, plus qu'aucune autre en France, s'est construite avec ses immigrés et non contre. Cela se passe juste dans la douleur, à certains moments précis, et selon des rites initiatiques éprouvés. En fait, ça se traduit par une formule, c'est le dernier arrivé ferme la porte. Moi, on m'a fait vivre des violences énormes, parce que les Italiens, il faut voir ce qu'ils ont pris à Marseille. Il y avait les ratonnades des Italiens. Ensuite, il y a eu la même chose sur les Maghrébins, on l'a vu dans les années 70. Et ben maintenant, on va voir bientôt, on peut l'annoncer, ça va arriver avec les Roms bientôt. On va avoir nos morts de Roms, ça va arriver, on va les avoir, nos Roms qui vont se faire prendre un coup de barre de fer. C'est déjà arrivé en 2008, il n'est pas mort, il était seulement dans le coma. Mais on va la voir cette vague-là. Pourquoi ? Parce que ça se répète, parce que les ressorts sont toujours les mêmes. Moi, on s'est trompé sur mon compte, par contre, on ne se trompe pas sur l'autre. Je ferme la porte, voilà, vous êtes trompé, c'est lui le problème. À suivre. Car à Marseille, l'histoire est faite de cycles, un peu toujours les mêmes, entre redites et avancées, entre répit et violence. J'avais utilisé peu de temps après mon arrivée l'image Marseille, ville volcanique, vous savez, avec le volcan éteint et le volcan qui se réveille, avec la lave sous la terre, sous le sol, qui à un moment, avec des éruptions. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que la lave, elle est là en permanence, plus ou moins solidifiée, plus ou moins active. Puis de temps en temps, une flambée de violence, un phénomène, le bar du téléphone en 1978, les règlements de compte des cités, l'assassinat d'un juge. Voilà, et ça c'est à fleur de terre, je dirais. Et il faudrait justement que la lave se refroidisse de plus en plus pour qu'elle devienne une écorce épaisse et que définitivement Marseille soit un volcan éteint. Pour éteindre le feu des armes, de la violence et de la pauvreté, à Marseille comme à Bassins, il va en falloir des Scheherazade. Mais qui sait ? La relève est peut-être déjà assurée.